Merci de nous rejoindre sur Parlement TV. Nous sommes en synchronisation avec la radio parlementaire, la 107.5 FM. Bienvenue dans votre émission autour de la République, au menu justement de cet autre numéro et dans la rubrique consacrée à la nouvelle constitution, pour ne pas dire à la constitution, puisqu'elle n'est plus nouvelle, elle est déjà en activité. Nous parlerons bien sûr donc des pouvoirs de nomination consacrés donc par cette loi fondamentale au Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis, que faut-il savoir justement de la notion d'immunité parlementaire que confère justement la Constitution aux députés et aux sénateurs? Éclairage à suivre dans cette émission. Et dans la seconde partie, nous recevons comme invité honorable Fanta Conté, secrétaire parlementaire, membre du bureau donc, du CNT, avec qui nous reviendrons naturellement sur le rôle que cette institution a joué dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel et démocratique en Guinée. Et comme d'habitude, vous avez l'opportunité de réagir à ces différentes thématiques que nous abordons dans cette émission à travers bien sûr le numéro WhatsApp, le 622 12 92 41. 622 12 92 41 pour interagir avec nous dans cette émission autour de la République avec nos chroniqueurs au grand complet. Sur ce plateau, je commence par l'enfant de Yendesori. Daniel Bombo Tolno, bonjour et bienvenue. Bonjour Kola, merci. Bonjour à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs qui nous suivent sur la 107.5 FM. Très bien. Nous avons également sur ce plateau Sonike Diané, bonjour, et avec bien sûr voilà, sa casquette flopée du Nimba. Effectivement, bonjour au peuple de Guinée, bonjour d'ailleurs à M. Kola, bonjour à tous mes collègues sur le plateau. Bonjour aux millions de téléspectateurs, d'auditeurs du Parlement TV. Bonjour à Doko ce matin et bonjour à Kawas. Merci bien, Ibrahima Khalil Diané. Nous avons également sur ce plateau l'enfant de Koumi, Mohamed Bari. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bakar Koela Diallo, bonjour à nos millions d'auditeurs de la radio parlementaire, bonjour à ces aimants téléspectateurs de Parlement TV. On n'oublie pas nos fans sur nos différents canaux de communication. C'est un plaisir pour nous de les retrouver dans cette émission, mais aussi un honneur de servir la Guinée en cette période charnière de son histoire qui consiste à la modernisation, mais aussi au repositionnement de notre pays. Très bien, merci beaucoup Mohamed Bari, avec bien sûr les couleurs nationales que vous arborez la fierté nationale dans cette émission. Voilà donc un autre signe de patriotisme. Alors nous allons dire bonjour à notre consultant permanent dans cette émission, Bella Kabano, bienvenue. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour donc aux téléspectateurs, mais aussi aux auditeurs de la radio parlementaire, la première radio parlementaire de la sous-région. Oui, effectivement, ça c'est important de le souligner. C'est historique. Mais aussi bonjour à tous ces nombreux internautes qui nous permettent tous les jours de jauger le niveau de l'audimat, le niveau d'écoute donc, de cette radio, mais aussi le niveau de vue de la télé parlementaire. Une première aussi une deuxième dans la sous-région parce qu'on apprend qu'il y a une télé parlementaire dans un des pays mais qui ne diffuse pas en direct comme nous le faisons ici. Alors chez nous c'est une nouveauté et j'en profite pour saluer le compatriote Mohamed Bari qui fait la grande différence ce matin. Ah oui. Avec les couleurs du pays. Les couleurs du pays, comme pour nous dire qu'il est déjà en plein pied dans la 5e République. Voilà. Qui prône le patriotisme, l'unité, le travail, la discipline. Tout à fait. Et la rigueur. Merci beaucoup. Justement, nous venons avec Mohamed Bari pour aborder cette triste nouvelle. Le ministère donc, de la Défense nationale qui annonce le décès d'un soldat émérite dans un accident de circulation. C'était hier. Ah oui, c'est la triste information qu'on a constatée hier, notamment à Conakry. C'était ce mercredi 21 janvier 2026. Un officier de l'armée qui a perdu la vie dans un accident de circulation à Conakry. Voilà, le nom de cet officier est bien évidemment David Sagno. Le drame s'est produit notamment du côté de Madina sur l'autoroute Fidel Castro. Donc, selon les informations données par le ministère de la Défense, il revenait du travail. Donc, finalement, il a été victime notamment de cet accident. Donc, quand même, le ministère ne tarit pas de loge vis-à-vis de cet officier de l'armée qu'il qualifie comme étant un soldat exemplaire dont l'engagement, la discipline
et le sens élevé du devoir ont marqué également tous ses collaborateurs dans ces heures notamment de travail au niveau du ministère notamment de la santé, notamment de la défense. Alors il faut dire quand même que aussi cet officier également qui nous a quittés malheureusement est aussi le fils d'un des conseillers, pas des moindres, honorable Rosé Sagnon, et qui est notamment le président de la commission défense du Conseil national de la transition. Oui, Donc c'est un mort quand même, c'est une mort quand même qui nous a arraché la vie, voilà, d'un officier qui est quand même s'est montré illustre l'engagement pour servir de la Guinée. Mais comme vous avez dit, voilà, nous sommes des mortels, et puis les règles de la vie fait qu'on naît, on se développe, après on disparaît. Chaque être humain est un acteur, le vrai metteur en scène c'est le tout-puissant Allah. Donc on ne peut que souhaiter le repos également de son âme dans le paradis céleste de Dieu, et également d'exprimer notre compassion, nos condoléances à sa famille biologique, mais aussi à sa grande famille au sein du ministère de la Défense, pour dire que vraiment que voilà, ça a été une mort qui pour l'instant est difficile à digérer, mais on ne peut que s'en remettre notamment à la volonté du Tout-Puissant Allah. Tout à fait. Donc vous constaterez ce matin que nous avons quelques petites difficultés de connexion. Donc l'illustration par rapport bien sûr à la photo du défunt, bien sûr qui n'est pas encore arrivée, mais on aura certainement la solution au cours de cette émission. Alors Daniel Tonou, vous personnellement, vous avez côtoyé le défunt, et quel souvenir gardez-vous de lui? Je garde plein de souvenirs de David Sagnon, communément appelé par les intimes Mompaina. Okay. C'était un jeune plein de vie, et puis très sage, qui aimait toujours se faire entourer par des jeunes, et les relations personnelles avec lui étaient très bonnes. En tout cas, j'ai été très surpris d'apprendre qu'il est décédé donc dans un accident de circulation. C'est toute la Guinée qui est en deuil, parce que c'est quelqu'un qui a servi donc la nation à travers le ministère donc de la Défense, lieutenant de grade. C'est aussi la commune de Sanoua, toute la commune de Sanoua qui est en deuil, la commune de Sanoua qui l'a vu grandir. Okay. Mohamed Barry l'a rappelé, c'est le fils donc du président de la commission défense et sécurité du CNT, Pépé Roger Sagnon. Donc il faut profiter, général d'armée justement, il faut profiter, souhaiter les condoléances donc au peuple de Guinée, à ses frères d'armes, à sa famille, à ses proches, et que son âme repose en paix. Amina. Alors, Bella Kabano, vous avez moi placé. Oui, en présentant mes condoléances à la famille éplorée, aux amis et camarades, collègues de l'armée, j'en profite pour informer aussi que selon nos confrères du site Mosaïque Guinée, la dépouille mortelle du colonel, du défunt Claude Puy, le colonel Claude Puy est arrivé hier mercredi sur le tarmac de l'aérodrome de Zérékouré, que le corps a été bien réceptionné par la famille, les amis, qu'il doit être inhumé, je crois, demain vendredi dans son village natal à Macenta. On en profite donc pour encore une fois renouveler nos condoléances, exprimer notre tristesse face donc à ce décès qui frappe aussi le même ministère, le ministère de la Défense, mais aussi tout le peuple de Guinée, quand on sait que cet homme a servi aussi l'État à un certain niveau, à un moment donné. Il aura marqué quand même les Guinéens par ses actes de bravoure, ce colonel de l'armée. Nous en profitons pour dire encore une fois toutes nos condoléances, souhaiter que le défunt aille directement au paradis. Très bien. Merci Bella Kamano. Nous allons donc à présent aborder cette autre aussi thématique en bref. Bien sûr, Mohamed Barry, c'est ça aussi la réalité de la vie. Donc il y a la mort et la vie, parce que le sujet que nous allons aborder, c'est bien sûr une consécration d'un jeune Guinéen, Rigel Gandhi. Je ne sais pas si vous le connaissez sur ce plateau. C'est un humoriste qui s'est distingué du côté donc, de l'Hexagone. Il est le récipiendaire du prix RFI Talent du Rire 2025. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'humour guinéen, parce que vous le savez quand même, c'est un domaine où la Guinée n'était pas le plus souvent vue. Alors le jeune humoriste guinéen Mamadou Maki Diallo, c'est son nom, voilà, connu sous le sobriquet de Rigel Gandhi, a été sacré lauréat du prix RFI
Talent du Rire, à l'issue également de la 11e édition de cette, notamment de ce sacre, qui est organisé notamment par Radio France Internationale RFI. Alors, il faut dire quand même que le prix RFI Talent du Rire vise à relever et à promouvoir également de nouveaux talents, que ce soit également de l'humour, mais aussi francophone sur l'espace francophone, notamment l'Afrique, l'océan Indien et également les Caraïbes. Alors, le jeune Guinéen, notamment, qui a été sacré meilleur humoriste, et notamment en décrochant également de ce prix, il faut rappeler quand même que c'est illustré comme étant une sorte de véritable étoile désormais montante de cette catégorie artistique également, qui se démarque par un style singulier qui allie à la fois humour, satire et dénonciation sociale dans une création particulière. Alors que c'était une très bonne nouvelle pour la Guinée, parce que vous le savez quand même que dans un passé récent, on avait quand même la Guinée sur le plan humour, on avait quand même des talents pas des moindres, mais qui malheureusement par la fin se sont éteints, parce que tout simplement il n'y a pas assez de place qui est accordée également à cette discipline. Et aujourd'hui, quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, l'humour joue un rôle réconciliateur important à travers également cette émission qui passe à la veille, notamment à l'orée de chaque année. Bonjour 2026 cette fois-ci, initié également par la RTI. Donc pour moi, il y a des expressions et des mots qui ne peuvent pas passer notamment par d'autres secteurs, notamment la politique et la lutte, mais ça peut passer facilement par l'humour. L'humour étant vecteur d'intégration, mais aussi c'est un remède. Un remède voilà, mental. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour la Guinée, et notamment et pour ce jeune, notamment Rizal Gandhi, qui s'est illustré. Alors, il a mis son trophée également au compte de 2 projets majeurs. Premièrement, il veut organiser un événement dédié également aux drépanocytoses, donc ça me concerne personnellement parce que j'ai une fille qui est victime notamment de cette maladie, mais aussi notamment faire des actions caritatives. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la Guinée et une très bonne nouvelle pour l'humour guinéen qui était pourtant sur une pente de disparition. Donc ça prouve à suffisance que la Guinée aussi peut compter sur cette nouvelle génération humoriste qui permet également à la Guinée d'être aujourd'hui sur le sommet du continent africain. Justement, pour ceux qui sont en train de nous suivre à la télévision parlementaire, vous apercevez donc, cette image de ce jeune humoriste guinéen qui a raflé ce prix RFI, le prix de rire 2025. Ah oui, c'est d'abord, c'est vraiment un grand honneur pour notre culture. Nous le connaissons tous, hein. Il nous fait rire à travers l'humour, à travers la dénonciation sociale, dans un ton respectueux, dans un ton qui tient compte de la culture guinéenne, mais qui tient compte aussi de la modernité. Donc, de telles images, de telles victoires, c'est de la reconnaissance. Parce que vous savez, la Guinée est un pays de culture, mais nous avons manqué de culture de reconnaissance. Nous avons manqué de culture de consolidation du passé. Et je pense que la 5e République doit corriger tout ça. Il ne faudrait pas que les acteurs du secteur soient des mendiants. Ça, ils doivent vivre de leur art. C'est des futurs milliardaires, millionnaires. Parce que hier, il y a 40 ans, 50 ans, la culture guinéenne, c'était au service du pays, au service intégral du pays. Tout ce qu'ils produisaient, ils donnaient au pays. Et ils ont participé à donner une très bonne image à la Guinée. Et d'ailleurs, avoir de telles images pour notre pays, mais c'est un branding. Tout à fait, effectivement. C'est un branding. Cet artiste-là, cet acteur-là, Rizal, doit avoir tous les honneurs de l'État guinéen. Et c'est ça, comme ça, on peut participer de façon à professionnaliser le secteur de l'art et de la culture. Parce que comme l'a si bien dit, le sourire, c'est quand même un médicament. Hein, la joie des Ivoiriens, l'humour, hein, même dans les périodes de crise. Mais c'est ça, le Guinéen doit rire, on doit être joyeux. Surtout que nous sommes un paradis. Au paradis, on doit rire, on ne doit pas être fâché. Voilà. Donc, Rizal, merci, bravo. Bravo à l'honneur que tu nous apportes. Hein? Donc, c'est vraiment la première Coupe d'Afrique qu'on gagne. Hein? Oui, effectivement. Voilà. Tout à fait. Si le Sénégal a gagné sa Coupe d'Afrique, à Rizal, on a gagné notre Coupe d'Afrique. Effectivement, c'est tout à fait logique. Merci pour la reconnaissance. Merci beaucoup. Oui, Daniel. Oui, ce qu'il faut rajouter, c'est que Rizal est à sa 2e tentative. Hein, parce qu'en 2023, déjà, il a été finaliste de la même compétition organisée par RFI. Et donc, cette année, la 11e édition, donc, il est sorti vainqueur. Et il sera accompagné d'une dotation de 4 000 €. Et puis, le trophée lui sera remis, ça sera en Côte d'Ivoire le 15 février prochain. Il faut rappeler qu'il compétissait avec de grands humoristes aussi, hein, parce qu'il y avait
des représentants du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, surtout de la Côte d'Ivoire, quand on sait ces grands pays ces grands pays de l'humour. Donc je pense que la Guinée doit être fière de l'un de ses fils et il faut l'encourager dans ce sens. Tout à fait. Comme M. Diané l'a dit d'ailleurs, donc c'est une des Coupes d'Afrique que nous avons décrochées du côté de l'Hexagone, Bella Cavano. Bien entendu, parce que le jeune dont il est question est un Guinéen. C'est pourquoi ici, autour de ce plateau, nous nous réjouissons de cette victoire. Ouais. Sur d'autres cieux, puisque très souvent nous aimons parler de sport ici, ouais. Nous aimons parler de musique, et nous ne parlons pas de ces secteurs qui pourtant auraient pu être pour la Guinée un secteur pourvoyeur d'emploi, mais aussi pourvoyeur de revenus, parce que tout simplement dans les pays que vous citez aujourd'hui, nous avons des grands talents qui ramènent au pays beaucoup de devises. Quand je prends Gowou de la Côte d'Ivoire, oui. Je prends d'autres du côté du Burkina Faso, au Bénin, partout. Aujourd'hui, vous avez des talents qui éclorent et qui sont aujourd'hui sur, disons-le, qui sont au sommet de leur art. Quand je prends par exemple Gowou dont je parlais, il est devenu une icône dans le monde de l'humour. Alors, notre frère, notre compatriote Mamadou Tog non, pas Mamadou Solidon. Mamadou Maki Diallo, oui. C'est son nom à l'état civil. Oui. Gandhi, c'est Mamadou Maki Diallo. Donc, un jeune Guinéen qui s'est distingué justement à travers une autre forme d'humour. C'est le stand-up. Le stand-up qu'il maîtrise parfaitement. C'est un genre, en quelque sorte, qui consiste à interagir avec le public. Et pendant qu'on interagit, rien ne vous est interdit. C'est pourquoi, à côté, il est un peu satirique. Hein? Il traite des sujets politiques, il traite des sujets sociaux, il traite de tous les sujets quand il est face donc à son public. Alors, c'est ce genre qu'il a réussi quand même à développer et ce qui fait de lui ce humoriste particulier et qui lui a valu aujourd'hui le prix RFI Talent du Rire. C'est donc pour dire que la Guinée regorge beaucoup de talents. Dans divers domaines. Il suffit quand même de créer des conditions pour leur permettre d'éclore. Et c'est le cas aujourd'hui de Gandhi. Il y en a beaucoup en Guinée ici qui sortent de nos instituts. L'Institut, par exemple, des arts de Guinée, qui produit des metteurs en scène, qui produit des humoristes, qui produit beaucoup d'autres étudiants. Malheureusement, il y en a, par faute de moyens, par faute d'inspiration, qui préfèrent s'orienter dans d'autres secteurs. J'en profite pour saluer ceux qui, aujourd'hui, sont en train quand même de faire avancer ce secteur. Vous avez parlé de Tog. Mamadou Tog, qui est un des conseillers ici, qui, à travers donc ce art, s'est fait distinguer sur la scène nationale et sur les autres scènes internationales. Vous avez d'autres comme Nyakwe, le jeune Nyakwe, qui est un humoriste qui, à travers les réseaux sociaux, est en train quand même de se frayer un chemin. Il y a Tonton. Comment on l'appelle, Petit Tonton aussi, qui lui d'ailleurs se distingue dans le conte, même s'il est humoriste quelque part. N'oubliez pas Kabakoudou. Oui, bon. Il y a aussi les comédiens et les humoristes. Voilà. C'est deux catégories distinctes. Il y a les comédiens, il y a les humoristes. Il y a des humoristes. Mais là-dessus, ce que j'aimerais quand même apporter comme conseil, c'est de faire en sorte que ce domaine-là se professionnalise. Il faut qu'il se professionnalise dans notre pays. Parce que vous pouvez sortir d'un institut comme l'Institut des Beaux-Arts, décider par exemple d'être humoriste. Si sur les bancs, vous n'avez pas pu apprendre le métier, et vous êtes un artiste, d'accord, mais vous n'êtes pas un artiste professionnel. C'est la différence entre les autres humoristes du continent et les nôtres. Il y en a qui ont des talents naturels, qui essayent de les faire valoir et qui parfois ça les réussit, mais il faut plus pour
pouvoir compétir avec d'autres. Je crois que Tout à c'est fait. l'avantage que notre compatriote Mamadou Maki Diallo a eu, Ouais. alias Gandhi Rigel. Alors, Rigel. parlant Oui, d'humour, il va je placer. voudrais Ok. juste apporter cette petite précision parlant d'humour, c'est qu'aujourd'hui, en termes de talent, nous en avons, mais le problème qui se pose à la Guinée par rapport à l'expansion également de l'humour guinéen, c'est qu'il y a deux aspects. Premièrement, on a un problème de public qui semble être notamment adoubé par cette discipline culturelle et parce que pour avoir un bon public, il faut avoir de l'espace. Et aujourd'hui, l'espace que nous avons et qui est presque dédié notamment à l'humour guinéen, c'est le centre culturel franco-guinéen qui, pour moi, n'est pas aussi grand pour avoir un nombre de grand également de spectateurs. Mais on espère qu'avec la 5e République, je rappelle quand même que le projet de construction et de la rénovation également de la Payotte, je ne sais pas si vous connaissez la Oui, Payotte. effectivement, vous oui. êtes, Tout à fait, donc, tout à du coup, fait, tout à fait. une fois que ce projet également va aboutir, parce que déjà les travaux ont été lancés par le ministère de la Culture sur notamment, donc je pense que la mise à disposition des grands espaces pourra permettre à l'humour guinéen notamment de se frayer du chemin, parce qu'on en a du talent, mais sauf que ce sont les espaces d'expression qui manquent le Tout plus à fait. souvent. Oui. Effectivement, il a quand même marché sur ma langue, c'est ce que je voulais aborder, mais je vais renchérir. Hein. Oui. En fait, la culture, la Guinée est un pays de culture, sur toute la dimension. Nous savons la place de la culture est extrêmement importante de l'économie, dans le développement du pays. Les grandes images qu'on a des États-Unis, c'est parti de l'art, c'est à partir de la culture. Et notre pays hier a vibré, s'est fait connaître à partir de la culture. Ouais. C'est vrai, le régime actuel fait assez d'efforts. Hein. Donc on est dans la 5e République, il y a eu assez d'efforts, mais il faut des actions plus coordonnées en réalité. Il faut sortir de la dimension d'assistanat. Nos artistes n'ont pas besoin d'une voiture, quand ils sont malades. Non, ils ont besoin d'être riches de par leur art. Aujourd'hui, c'est possible. Ouais. À la construction des salles de spectacle, hein, avec la digitalisation aujourd'hui, avec Internet, ils sont consommés. Quand on prend Kaba Koudou, qui est quand même un comédien, mais il est tellement consommé par les Guinéens, si par la digitalisation on monétisait tout ça, mais ce serait un milliardaire. Ouais. Kaba Koudou allait payer des taxes, il a tous ces... C'est d'abord, la culture, c'est aussi une entreprise. Ouais. Hein? C'est toute la décoration, c'est toute l'ingéniosité, c'est toute une entreprise. Et moi, je demande à l'État, avec la 5e République, de professionnaliser au maximum. Il faut mettre le temps, on n'a plus besoin de l'assistanat, tiens, les malades, c'est même quand même une honte pour la Guinée, qui est quand même le berceau de la culture africaine. Très bien. Merci. Là, c'est important. Merci beaucoup pour cette énergie patriotique que vous dégagez lorsque vous parlez bien sûr de la Guinée, et ça me retient beaucoup. Alors l'autre aussi aspect, c'est que pas plus tard qu'hier, nous avons reçu sur ce plateau le directeur général donc, du BGDA. Les réformes à ce niveau quand même augurent assez d'espoir pour les professionnels du monde culturel de notre pays, parce que déjà eh bien, la culture commence à faire recette au regard bien sûr de tous ces mécanismes actuels qui sont en train d'être implémentés pour valoriser davantage ce secteur. Alors c'était un sujet en annexe, mais qui pratiquement s'est imposé comme un sujet donc débattu sur ce plateau. Alors Mohamed Bari, Daniel Tolo, nous allons à présent aborder la rubrique consacrée à la Constitution, et nous nous intéressons au pouvoir de nomination du Premier ministre, et je crois bien que ce sont les articles 83 et 84 de la Constitution qui consacrent cela. Justement, ce sont ces deux articles, donc ces deux dispositions qui consacrent cela. Article 83, le Premier ministre est le chef de l'administration. Il assure l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. Il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté sous réserve de l'article 64. Les arrêtés du Premier ministre sont, s'il y a lieu, pris en conseil interministériel. Une loi définit les conditions d'application de la présente disposition. Article 84. Le Premier ministre nomme aux emplois civils définis par une loi organique sur la base des principes d'égalité, de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale Boubacar Diallo. Alors donc à travers ces deux dispositions de la Constitution, vous comprendrez que ici on parle du rôle exécutif et administratif donc du Premier ministre, qui est donc appelé ici chef de gouvernement. Si dans la même Constitution on dit que le président est le chef de l'État, c'est lui qui gouverne l'État, mais le Premier ministre à son tour, il est le chef de l'administration. Et donc le chef de l'administration. Alors ceci dit, le Premier ministre donc fait en sorte que
toutes les lois qui sont légiférées donc, à partir du Parlement, que ces lois soient mises en application. Parce que c'est lui qui est le chef de l'administration. C'est pourquoi d'ailleurs la loi donc, lui ordonne d'avoir un arrêté qui est une décision qui lui permet donc de prendre des décisions, que ce soit en tout cas des nominations, des pouvoirs de nomination, il les a. Mais quelque part on dit que ces pouvoirs lui sont accordés sous réserve de l'article 64. L'article 64 qui dit que ces pouvoirs ne sont pas absolus parce qu'il les partage avec le président de la République. Donc ces pouvoirs sont limités et il les partage aussi avec le président de la République qui est d'ailleurs le seul détenteur donc, de la confiance du peuple. Alors donc un peu plus loin dans l'article 84, on dit que donc, le même Premier ministre, donc, il nomme aux emplois civils définis donc, par une loi organique. On a vu ici, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on a vu donc, une loi organique passer au CNT qui détermine les postes donc, de nomination qui sont conférés donc, au Premier ministre. Tout à fait. Parlant de loi organique, justement, il y a une proposition de loi organique qui a été adoptée ici au CNT. C'était le 26 décembre dernier, si je ne me trompe pas. Alors, nous allons suivre justement ce reportage de Justine Finda Tonguino qui revient sur les temps forts de cette plénière et pourquoi pas sur quelques notions liées bien sûr au pouvoir réglementaire du Premier ministre par rapport à la nomination. On suit ce reportage et on se retrouve. Commission Constitution, Loi organique, Administration publique et Organisation judiciaire du CNT apporte quelques observations. Ce projet de loi a fait l'objet d'observations et dans certains cas d'amendements. Il se rapporte pour l'essentiel à l'inopportunité de l'utilisation du qualificatif civil placé dans le groupe nominal emploi civil. Cette observation qui n'a pas été assortie d'amendements repose sur le fait qu'au regard de la Constitution, le Premier ministre nomme à aucune fonction militaire ou assimilée. En supprimant le qualificatif civil, le terme emploi serait englobant et se lirait comme désignant tous les emplois auxquels le Premier ministre peut nommer. Le contenu du texte serait de nature à rendre compte de ce que le Premier ministre ne nomme qu'aux emplois civils définis et qu'en tout état de cause, il ne nomme à aucun emploi non civil. Projet de loi portant organisation du pouvoir réglementaire du Premier ministre, chef du gouvernement. L'examen de ce projet a connu un ensemble d'observations et d'amendements. Sur l'article 1er, l'article 1er originel était rédigé de la manière suivante. La présente loi fixe les règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire par le Premier ministre dans le cadre de ses attributions constitutionnelles et gouvernementales. Suivant l'article 64 de la Constitution, le président de la République dispose du pouvoir réglementaire et signe les ordonnances et les décrets. Ces lois organiques, soumises à l'examen des conseillers nationaux, régissent des aspects essentiels de la gouvernance en précisant les attributions respectives du président de la République et du Premier ministre, dans le respect des principes constitutionnels. Le ministre secrétaire général du gouvernement donne les précisions sur les attributions de l'exécutif. Le pouvoir normatif reconnu dans la Constitution pour le Premier ministre consacre donc ce pouvoir-là. D'abord, l'existence d'un Premier ministre constitutionnel, de son pouvoir reconnu, qui est encadré parce qu'il a un pouvoir réglementaire, et d'ailleurs qui place les arrêtés du Premier ministre au-dessus des arrêtés des ministres. Le Premier ministre peut demander à tout moment, à tout ministre, de renvoyer ou de donner des explications sur un arrêté qu'il aurait pris. Il peut demander de rapporter un arrêté qu'un ministre aurait fait enregistrer. Ce n'est pas un pouvoir de nomination, mais c'est un pouvoir réglementaire qui lui donne ce droit-là. En termes de direction de l'administration publique, il intervient sur les questions financières, sur les questions de planification, sur les questions de décentralisation, de déconcentration, sur les questions de gestion des ressources humaines et sur les questions de gouvernance. Le président de la République, sous réserve de l'audition de ses fonctions par le Sénat, qui est un organe qui est nouveau aussi, qu'il faut laisser s'expérimenter, et j'apprécie l'observation du président du CNT qui dit que le Sénat doit éprouver ses capacités aussi à faire ses auditions. Les plus hautes autorités font l'objet d'auditions devant le Sénat
avant leur nomination par le chef de l'État. Le problème ici, ce n'est pas la non-inclusion des ministres dans cette liste, mais c'est la vision restrictive que certains ont de cette liste. Parce que l'article 112 précise que ce sont les hautes fonctions. Au cours des débats, certains conseillers nationaux ont exprimé de réserves concernant certaines dispositions, notamment le mode de nomination du Premier ministre et les détails de la loi organique fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. L'article 4 de cette dernière précise que les nominations du président se font sans avis préalable du Sénat. Ces remarques dans les attributions des fonctions du président et du Premier ministre ont suscité des échanges parmi les conseillers qui ont suggéré de revoir certains aspects de ces textes pour en assurer la faisabilité. Merci à Justine Finda Tongino pour tous ces détails. Alors Mohamed Bari, quand on suit ce reportage et quand on lit aussi ces dispositions des articles 83 et 84 de la Constitution, on se fait un peu une idée en tout cas du champ d'action du Premier ministre dans le cadre bien sûr de la gestion administrative et réglementaire conformément à ses prérogatives en tant que Premier ministre et aussi, et pourquoi pas aussi la délimitation justement de ces prérogatives-là par rapport aux autres ministres du gouvernement, parce que lorsqu'on dit que le Premier ministre peut prendre un arrêté et son arrêté est au-dessus de celui des ministres, on sait quand même qu'il y a des décisions qui peuvent se prendre en conseil interministériel qui doivent nécessiter la prise d'un arrêté donc d'une autorité, et le Premier ministre est suffisamment bien placé à ce niveau, par exemple pour la mise en place des commissions mixtes, des décisions en tout cas qui peuvent concourir à davantage fluidifier le travail de l'administration publique. Bon, je pense que ces dispositions, ce sont des dispositions quand même qui reviennent en quelque sorte avec beaucoup plus de précision sur les fonctions et les charges du Premier ministre qui, avant, dans les constitutions guinéennes, est un peu flou sur le statut du Premier ministre, parce que malheureusement, vous le savez, cette situation est due en Afrique. Le constat est que dès que vous nommez quelqu'un Premier ministre, vous voyez en lui carrément un successeur, parce que pour la majorité, dans l'histoire politique de l'Afrique, c'est pour la majorité des opposants qui se sont émergés face au président, ils sont tous pour la plupart des anciens premiers ministres. Donc du coup, il y avait une sorte de peur d'accorder une certaine statut à ces premiers ministres-là, par peur de ne pas être notamment des concurrents des présidents. Donc même pour le cas de la Guinée, vous avez vu, notamment il a fallu du temps pour qu'on puisse notamment avoir une idée claire du statut et des responsabilités qui incombent au Premier ministre. Donc ça a été, aujourd'hui, cette nouvelle constitution vient un peu de couper la part en deux. Premièrement, le Premier ministre, il a du pouvoir et de l'autorité vis-à-vis des membres du gouvernement, mais le Premier ministre, il a aussi une relation de subordination avec le président de la République, quand même qu'il a nommé. Donc du coup, il y avait une précision à faire, non seulement le pouvoir du Premier ministre vis-à-vis de celui qu'il a nommé, que le président de la République, mais aussi le pouvoir du Premier ministre vis-à-vis de l'équipe qu'il coordonne en étant chef du gouvernement. Donc pour moi, ce sont des précisions importantes, parce que c'est vrai, aujourd'hui, la Constitution a pu notamment étayer cette situation, mais dans un passé récent de la Guinée, il y avait toujours notamment de la cacophonie, des guerres de go entre soit les membres du gouvernement, entre eux-mêmes, ou un ministre vis-à-vis du Premier ministre, et parfois même d'un Premier ministre qui se croyait plus fort que le président. Je pense que ces précisions ont tout leur sens, et aujourd'hui, il n'y a plus possibilité d'avoir une certaine idée préconçue par rapport notamment au respect que les membres du gouvernement doivent avoir vis-à-vis du Premier ministre dans ses prérogatives, mais aussi notamment de respect de la considération que le Premier ministre doit avoir vis-à-vis du président de la République qui lui a nommé au poste de Premier ministre. Donc je pense que c'est des précisions qui ont leur sens et qui, c'est vrai, sur le papier, on va estimer que non, il n'y a pas un problème, mais quand vous réunissez 30 personnes ou 25 personnes au sein des mêmes gouvernements, il y a forcément des petits égos, des petites considérations. Donc il faut que la Constitution soit claire là-dessus pour notamment définir clairement les prérogatives du Premier ministre vis-à-vis des membres du gouvernement, mais aussi vis-à-vis du président de la République. Tout à fait. Parlant du président de la République, vous l'avez bien fait de le préciser, il reste le seul détenteur du pouvoir décrétal. Il est le seul à avoir le pouvoir de nommer par décret.
Mais il y a des domaines qui nécessitent, parce que le décret est trop gros, on va dire, pour être, pour être partout. Et donc, il y a certains domaines voilà, où des emplois civils, surtout, où le Premier ministre est amené à nommer, en tout cas, des citoyens guinéens qui répondent aux exigences des postes en question. C'est vrai qu'on n'a pas la loi dans sa plénitude sous nos yeux. C'est ce qui fait que, voilà, on va rester un peu dans les généralités. Dans les dispositions constitutionnelles. Justement, et ce qui est important aussi de préciser à ce niveau, c'est que le Premier ministre est le chef de l'administration et l'article 83 est clair là-dessus. Effectivement, l'article 83 est clair là-dessus. Ouais. Le Premier ministre est le chef de l'administration, il assure l'exécution des lois, Ouais. les règlements et les décisions de justice. Ouais. Ok, donc ça veut dire que le Premier ministre, comme on l'a dit cette fois-ci, Tout à fait. c'est vraiment un chef avec toutes les attributions. Effectivement, dans certains pays, les premiers ministres signent les décrets, hein, mais chez nous, ici, pas les décrets par arrêté, mais qui est régi par l'article, sous réserve de l'article 64. Ouais. La Constitution, le président va quand même le permettre de prendre des arrêtés, le pouvoir réglementaire, à mieux, si vous voulez, faire fonctionner l'État. Oui, parce que toute la lourdeur administrative sur les décrets, c'est quand même, voilà. Ouais. Maintenant, en application de certaines lois, c'est important que le Premier ministre ait tous ses prérogatives, parce que maintenant, c'est vraiment un chef, hein, comme on l'a dit hier, hein, c'est plus le premier des ministres, c'est le premier ministre, chef du gouvernement qui coordonne, qui nomme, et ainsi de suite, qui prend des arrêtés de nomination et tout ça, qui prend des arrêtés d'application et tout ça. Donc, moi, je pense que vraiment, cette nouvelle constitution corrige les erreurs du passé. Il faut une administration un peu plus dynamique pour aider les exécutifs à camper, à amorcer le développement et à satisfaire la demande sociale, qui est quand même très immense. Hein. Il y a une pression démographique, hein, et le peuple en veut plus. Et ça, c'est important d'avoir un Premier ministre qui soit vraiment chef de gouvernement, qui peut interpeller, qui peut propulser, si vous voulez, le fonctionnement administratif du pays. Très bien. Merci beaucoup, Sonique Diané. Nous sommes au Parlement, nous y restons avec cette question. Qu'est-ce qu'on entend par immunité parlementaire? Hein? Est-ce que quelqu'un peut nous aider sur ce plateau? Non. À moins que vous avez d'autres insinuations, sinon l'immunité parlementaire, c'est quand même le pouvoir d'immunité qui est donné à un député de décider, de voter sans être inquiété par rapport également à un vote ou à une décision prise vis-à-vis des ministres. Parce que parfois les députés, ils corrigent, ils critiquent. Donc, s'il y a de la représailles par rapport pour avoir voté ou prendre une position, donc il faut que l'immunité là, tant que les députés fonctionnent dans les conditions prévues dans les constitutions, donc ils sont exempts de toute poursuite, de toute inquiétude, mais interpellation vis-à-vis également de leur mandat de député. Donc maintenant, s'il y a d'autres explications, s'il y avait une note à donner à Mohamed Bari, vous avez 10 sur 10. Effectivement, l'immunité parlementaire est une protection. Est une protection donc consacrée aux élus, notamment les députés et les sénateurs, parce que nous aurons un parlement bicaméral et notre reporter Mamadou Kalisso on a attendu son micro à un spécialiste qui maîtrise la question. Il s'agit bien du directeur donc des affaires juridiques et de la logistique du CNT. Nous allons suivre ce reportage et on revient sur une des dispositions de la Constitution. Je crois bien c'est l'article 100 de la Constitution qui parle de cette immunité parlementaire. Mais nous suivons d'abord ce reportage. L'immunité permet aux parlementaires de remplir leurs fonctions sans crainte de pression politique ou judiciaire. Elle garantit la liberté d'expression et de vote des représentants du peuple. Elle favorise également le débat politique libre et ouvert. Il faut comprendre que le parlementaire est celui qui représente le peuple, qui vote les lois, qui évalue les politiques publiques et contrôle l'action du gouvernement. L'exercice de ces fonctions nécessite un certain courage, nécessite donc que le parlementaire soit protégé contre ceux qui peuvent l'attaquer à cause des intérêts. C'est pourquoi on dit que désormais, le député, il ne peut pas être poursuivi, il ne peut pas être arrêté, il ne peut pas être jugé ou condamné pour une infraction qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, l'immunité parlementaire ne veut pas dire impunité. Le député, le sénateur ou le conseiller national de la transition peut être poursuivi lorsqu'il commet une infraction de nature à troubler l'ordre public. Ces juristes expliquent les règles à suivre. La loi dit que l'immunité peut être levée lorsque
le procureur de la République estime qu'il y a une infraction très grave qu'il a commise, il y a une infraction qu'il a commise mais qui n'est pas liée forcément à sa fonction, une infraction est commise de telle sorte que si on ne le juge pas pour cela, le principe d'égalité est transgressé. Donc, on peut effectivement demander au Parlement, à travers le président du Parlement, de lever l'immunité parlementaire. Et dans ce cas, le Parlement met une commission en place pour examiner est-ce que les conditions pour la levée de l'immunité parlementaire sont réunies, auquel cas le Parlement peut effectivement lever l'immunité à travers une séance plénière lors de laquelle tous les députés, tous les parlementaires votent, et ensuite le député, en tout cas le parlementaire, devient poursuivable. L'immunité parlementaire ne s'applique pas non plus en cas de flagrant délit, poursuit le juriste. Lorsque le député est pris en flagrant délit, là dans ce cas, il est poursuivable aussi. Et l'immunité parlementaire ne couvre pas la responsabilité civile du député. Si le député ou le conseiller national ou le sénateur, quelle que soit l'appellation que l'on lui donne, contracte par exemple un contrat avec un citoyen et que dans ce contrat, il ne s'acquitte pas de son engagement, sa responsabilité peut être située dans ce cadre-là. Beaucoup de cas comme ça, dans sa vie civile, là, dans ce cas, l'immunité parlementaire ne le couvre pas. En clair, l'immunité parlementaire protège le représentant du peuple dans l'exercice de ses fonctions, mais ne le met pas au-dessus des lois. Merci Mamadou Kali So pour, n'est-ce pas, tous ces détails très édifiants. Et dans la Constitution, Daniel Tolno, il y a un article qui parle clairement de cette immunité parlementaire consacrée donc aux députés et aux sénateurs. Nous allons rapidement peut-être parcourir cet article. Oui, c'est l'article donc 100 de la Constitution qui dit que le député et le sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en matière pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils sont membres. Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l'autorisation est donnée par le bureau de la Chambre compétente. L'autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Chambre concernée en est informé dans un délai n'excédant pas donc 24 heures. Bakakula Diallo. Tout à fait. Oui, Mohamed Bari, est-ce que c'est encore utile de vous redonner la parole au regard de tous ces détails qu'on a reçus et de votre intervention. On peut donner la parole pour... voilà. Mais j'estime que quand même que cette disposition a tout son sens parce que... Le micro. Voilà, vous le savez, quand on est député ou sénateur, il y a parfois des sujets très brûlants sur lesquels on peut statuer, on peut dénoncer, on peut prendre la parole, par exemple, pour dénoncer l'attitude même des ministres et parfois même des actes posés par le président de la République au cours d'une séance, au niveau notamment des débats parlementaires. Donc, s'il n'y a pas d'immunité, vous le savez, parfois il y a des affaires courantes même qui sont gérées par des maniants qui ont de la possibilité, qui ont des relations, qui ont des bras longs. Si parfois vous torpillez leur projet ou leur affaire qui est pendant notamment du côté de l'Assemblée nationale, il peut y avoir des représailles. Alors, c'est pour permettre notamment aux députés de faire son travail sans avoir peur également du quand dira-t-on et du quand on me fera-t-on. Parce que si on a peur d'être emprisonné, on a peur notamment d'être poursuivi, il y a des décisions, il y a des dénonciations pourtant utiles pour le peuple de Guinée qu'on ne peut pas les faire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'immunité a tout son sens, mais comme l'a dit le texte, l'immunité ne veut pas dire impunité. C'est que le député aussi, il y a des marges de manœuvre qu'il est gardé par rapport également à ces actions-là. Il y a des domaines dans lesquels il peut être poursuivable. Donc je pense que c'est très bon pour la vitalité démocratique parce qu'il faut que le député soit en sécurité dans le cadre de l'exercice de sa fonction de député et ne pas avoir peur notamment d'être poursuivi ou inquiété pour avoir pris position ou voté contre une loi. Tout à fait. Et puisque nous allons rester un peu dans l'actualité aussi, nous sommes au Parlement, bien avec le CNT, les honorables conseillers nationaux aussi bénéficient de cette immunité parlementaire selon bien sûr les dispositions de la loi. Alors Bella Kamano, aucun mandat n'est impératif, ça veut dire que les députés ou encore le sénateur, parce qu'on en aura certainement dans les prochains mois, il n'est soumis à aucune pression
extérieur et il ne saurait être arrêté pour avoir pris en tout cas la parole dans le cadre bien sûr de son travail de député ou de sénateur ou pour avoir voté contre une loi et il n'y aura pas donc de représailles. Donc cette disposition de la Constitution protège davantage les élus du peuple par rapport aux prérogatives qui leur sont dévolues en tant que représentants de la nation. Voyez-vous que les deux termes se rapprochent, s'imbriquent. Il n'y a pas de mandat impératif parce que tout simplement le député bénéficie d'une immunité. Et cette immunité le protège contre ceux qui voudraient ceux qu'ils veulent que le député le fasse. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. Autrement dit, le député, il est élu au suffrage universel. Que le suffrage soit indirect pour le cas des sénateurs, qu'il soit direct pour le cas des députés uninominaux, qu'il soit à la proportionnelle pour le cas des députés sur la liste nationale. Ce sont des gens qui bénéficient quand même de la volonté populaire. Donc, ils émanent de la volonté populaire à travers les urnes. Lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas pour défendre leurs propres intérêts. Ils ne viennent pas pour défendre l'intérêt d'un groupe. Ils viennent pour défendre l'intérêt général, l'intérêt de tous ceux qui se sont mobilisés pour eux, pour aller porter leur bulletin glisser plutôt leur bulletin dans l'urne afin qu'ils soient députés. Alors, lorsqu'ils viennent ici, à l'Assemblée nationale, ils siègent en tant que députés, en tant que sénateurs élus au suffrage universel indirect, ils ne doivent plus recevoir d'instructions de qui que ce soit. Que ce soit un groupe de pression, que ce soit un groupe politique, même si vous êtes issu d'un parti politique qui vous a porté au pouvoir, vous ne devez plus recevoir d'instructions de ce parti politique. Vous devez recevoir l'instruction de ceux qui vous ont élus. Effectivement. Vous êtes élu même sous la bannière d'un parti politique qui a porté le président de la République au pouvoir. Ce parti politique-là ne doit pas vous donner des instructions si vous devez voter ou si vous devez avoir une opinion. C'est ça le mandat impératif. Vous n'êtes pas soumis à un mandat impératif. Vous êtes totalement indépendant. Ce mandat impératif fait du député pas un électron libre, mais fait du député quand même cet homme-là qui a le pouvoir de dire ce qui est dans l'intérêt, de penser de ce qui est dans l'intérêt général. C'est pourquoi on interdit quand même à travers donc cette disposition à un député de recevoir des instructions pour faire et pour dire quoi que ce soit pendant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Et le lien maintenant, c'est que l'impunité, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de développement autour de l'impunité. L'impunité vient du fait aussi que le député, il est élu pour venir défendre les intérêts généraux, l'intérêt de ceux qui l'ont choisi. Alors, lorsqu'il est en train de défendre les intérêts là, vous ne devez pas l'en empêcher parce que votre intérêt personnel a été touché par son discours ou par son vote. C'est pourquoi on le couvre d'immunité, c'est pourquoi on le protège. Mais cette protection-là ne veut pas dire impunité. Parce qu'un député qui allait contracter une dette chez M. Barry, il refuse de le payer, pensant que l'immunité va le couvrir. Il n'est pas couvert par l'immunité. M. Barry peut porter plainte contre lui, il répond. Il s'engage à rembourser l'argent de M. Barry. Un député qui, dans la circulation, par exemple, comme un accident, c'est un cas de flagrant délit. Il n'est pas couvert par l'immunité. Il peut être interpellé pour aller s'expliquer. Si c'est lui qui a raison, on lui donne raison. Si c'est lui qui a tort, on lui donne tort. On lui dit qu'il a tort. Alors, il y a de ces cas qui contournent quand même l'impunité. Parce que tout simplement, on ne peut pas faire du député aussi un homme, un super-homme, un supra-citoyen. C'est un citoyen comme les autres, mais à la différence que lui, il a bénéficié quand même de la confiance d'une partie ou de la population, donc il a une certaine légitimité. C'est pourquoi on le couvre d'immunité parlementaire, mais aussi on le protège en interdisant à des groupes de pression de lui imposer des idées, de lui imposer le vote, de lui imposer ce qu'il doit faire. Et c'est là où on parle de mandat impératif. Merci, bien, honorable Bella Kamano, on le souhaite bien. Parce que d'ailleurs, cette immunité aussi vient conférer cette honorabilité
de ces personnalités qui représentent la nation au sein de l'hémicycle, que ce soit donc au sein du Parlement, ou plutôt au sein du Sénat ou alors de l'Assemblée nationale. Nous arrivons au terme de cette première partie de cette émission. Nous allons donc rapidement saluer quelques fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Nous pensons à El Hadj Cheikh Oumar Diané, enseignant à la retraite, et son épouse, Madame Diané Hawakita, du côté de Bokeh, plus précisément au secteur d'Ongol. Nous n'oublions pas honorable Ibrahim Abouri Diallo, ancien député, membre de la 9e législature, qui nous suit donc du côté de Koya. Nous saluons également M. Faraban Magasuba, conseiller chargé des affaires économiques à l'ambassade de Guinée à Alger, donc c'est la capitale de l'Algérie. À toutes ces personnes qui nous témoignent tous les jours leur fidélité à cette émission, notamment autour de la République. Merci donc de la constance. Ils sont très nombreux à nous le dire hors antenne très souvent, et nous faisons le devoir de leur reconnaître cela dans cette émission. Alors nous allons recevoir tout à l'heure honorable Fanta Conté, secrétaire parlementaire, membre du bureau donc du CNT, avec qui nous reviendrons naturellement sur le rôle de cette institution dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel et démocratique. Nous marquons la courte pause et on se retrouve. Le mouvement syndical a activement participé à la rédaction de cette constitution. Depuis la conception, en passant par l'élaboration jusqu'à la vulgarisation, le syndicat s'est impliqué fortement. C'est pour cela que nous n'avons qu'un seul mot à dire ici. C'est oui à la nouvelle constitution. Oui ou non? Oui ou non, les travailleurs, nous voterons oui à la nouvelle constitution. À peine née, elle est déjà couronnée. Parlement TV se voit décerner la Palme d'Or de l'entreprise de presse audiovisuelle la plus innovante en Guinée par les Guinea Awards Company. Cette distinction nationale salue notre quête infatigable d'une information fiable, lumineuse et ouverte à chacun. Chaque jour, nos équipes franchissent de nouveaux horizons, façonnant des contenus qui éclairent le débat, dénouent le sens et rapprochent les citoyens de la vie parlementaire comme de l'action publique. Avec vous, Parlement TV poursuit son élan, innover davantage, s'élever toujours et inscrire une nouvelle page dans l'histoire de l'audiovisuel guinéen. Parlement TV, une télévision qui nous ressemble et nous rassemble.
C'est la loi fondamentale. Elle nous rassemble, elle nous ressemble. C'est la loi fondamentale. Elle nous rassemble, elle nous ressemble. Saria chia mandere la gine jamana indo, oma jamana indo toro ya siro. Senti no saria melala, kudi jamana ye madere kairala. Saria kura minani ya akanyi anya respectere. Sabasena hindo, sabane na tere, seante juna sabani, yande la chenonu sabana, yande la chenonu. A constitution, non la mane ya tono. C'est ça qu'il était là. Maman dit du mouyala, wara qu'il lutte la du yabeyala. Il est dans le sorona l'omena, dans le contenant, c'est ça qu'il était là. Eh, maman dit du mouyala, wara qu'il lutte la. Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission autour de la République sur les antennes bien sûr de la radio parlementaire, la 107.5 FM, mais aussi sur le plateau plutôt de Parlement TV. Alors nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau et dans la seconde partie de cette émission, honorable Fanta Conté. Je rappelle que notre invité est secrétaire parlementaire, membre du bureau donc du CNT. Avec notre invité, nous parlerons bien sûr du rôle de cette institution dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel et démocratique dans notre pays, parce que nous sommes depuis, on va dire, quelques semaines maintenant dans la 5e République. Alors, honorable, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau une fois de plus pour parler de notre institution, le Conseil national de la transition.
Très bien. Alors, je l'annonçais à l'entame de cette émission, vous êtes secrétaire parlementaire, donc membre du bureau. Alors pour nos téléspectateurs, et auditeurs qui nous suivent, quand on parle de secrétaire parlementaire, à quoi cela renvoie comme mission? Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette opportunité. D'abord, il faut rappeler que nous sommes 4 secrétaires parlementaires au niveau du bureau exécutif du Conseil national de la transition, dont 2 femmes. Et notre mission principale, c'est de participer d'abord en tant que membre du bureau aux prises de décision dans le cadre de la gouvernance de l'institution. Mais particulièrement en tant que secrétaire parlementaire, nous assistons Monsieur le Président du Conseil national de la transition dans le cadre de l'organisation et la coordination des activités au sein du CNT. Donc nous nous occupons de la traçabilité, du suivi de l'exécution des décisions du bureau du CNT. Nous assurons l'interface entre le bureau et les commissions permanentes. Nous avons 8 commissions permanentes qui sont ou qui constituent la cheville ouvrière de l'institution, puisque l'essentiel du travail du CNT se passe dans les commissions. Donc l'examen des textes de loi et autres, c'est dans les commissions. Et donc c'est nous qui sommes l'interface, comme je l'ai rappelé. Si les commissions ont des difficultés, s'il y a des problèmes, donc c'est nous qui remontons ces problèmes au niveau du bureau ou de Monsieur le Président pour prendre des orientations et voir comment solutionner ces problèmes. C'est nous également qui nous occupons de la planification avec les présidents de commission, de l'établissement des chronogrammes d'examen des textes et faire le suivi, la mobilisation des conseillers autour de l'examen des textes pour que les activités se déroulent bien. Et nous nous occupons aussi du journal des débats, donc qui retrace l'intégralité des échanges, donc tout ce qui se dit en plénière donc, est consigné dans ce document, donc pour servir de mémoire, même si nous ne sommes pas là, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé lors des plénières du Conseil national de la transition. Nous nous occupons également, comme je l'ai dit, de la traçabilité des décisions, parce que c'est nous qui prenons les PV des réunions du bureau, de la conférence des présidents, mais aussi des séances plénières. Et nous travaillons avec monsieur le secrétaire général dans le cadre de l'organisation des travaux en commission, en intercommission et en plénière. Parce que souvent, on a besoin des cadres pour venir éclairer la lanterne des conseillers nationaux par rapport à certaines préoccupations ou aux textes qui nous parviennent. Donc, pour mobiliser ces cadres, pour mieux organiser les travaux entre l'exécutif et le législatif, donc c'est le secrétaire général qui s'occupe de... Et nous l'appuyons dans le cadre de ce travail-là. Et aussi dans l'organisation des plénières, parce que vous savez, l'organisation de la plénière implique beaucoup de choses. Il faut mobiliser les acteurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, pour que la plénière se tienne, nous appuyons aussi le secrétaire général dans ce cas. Donc, globalement, comme je l'ai dit, nous sommes les assistants de monsieur le président du Conseil national de la transition dans le cadre de l'organisation et la coordination des activités au sein du Conseil national de la transition. Justement, au niveau de ce bureau et notamment des secrétaires parlementaires, du point de vue quota quand même, le CNT s'est illustré 50-50. Tout à fait. 2 femmes et 2 hommes. Nous sommes 2 femmes au niveau du bureau. Et pas du bureau, nous sommes 2 secrétaires, mais il y a 7 membres, dont 3 femmes. Donc la première vice-présidence est assurée par une femme. Et il y a 2 secrétaires parlementaires, l'honorable Memouna Bari et moi-même. Tout à fait. Oui, alors, depuis son installation, le Conseil national de la transition s'est montré comme étant un organe central dans le cadre également du retour à l'ordre constitutionnel. Avec le recul, dites-nous aujourd'hui quelle est la lecture que vous faites de ce rôle joué par le Conseil national de la transition dans cette phase décisive de l'histoire politique de la Guinée. Je vais dire que c'est un plaisir pour moi de parler, de répondre à cette question, parce que pour moi, il est important de rappeler le rôle que le CNT a joué pendant cette transition. Et effectivement, je suis d'accord avec vous que le Conseil national de la transition a joué et continue de jouer le rôle de l'organe central de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le CNT est l'organe législatif de la transition, dont la mission principale était de poser les bases juridiques, institutionnelles et normatives nécessaires, ou pour ne pas dire indispensables, pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Il était de la responsabilité du CNT, donc d'élaborer, d'examiner et de voter les textes de loi
devant permettre l'organisation ou la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles. Il était de la responsabilité du CNT d'encadrer juridiquement la transition en veillant à ce que les décisions prises par les autorités de la transition soient conformes aux textes ou aux lois en vigueur. Il était de la responsabilité du CNT d'accompagner le processus électoral en adoptant les lois électorales pour permettre l'organisation des scrutins pouvant permettre à la Guinée le retour à l'ordre constitutionnel. Il était de la responsabilité du Conseil national de la transition de contrôler l'action gouvernementale à travers le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Et l'autre mission importante qu'il faut rappeler, c'est que le CNT était ou est la représentation nationale. Donc, le CNT est le garant de l'inclusivité de la transition. Parce que le CNT représente les forces vives de la nation. Toutes les entités socio-professionnelles, politiques sont au CNT. Donc, vous vous rendez compte. Donc, le CNT, c'est l'institution qui garantit l'inclusivité. Parce que les forces vives sont là. Et cela nous a permis d'avoir une approche participative, d'inclusion et toutes les entités, vu que toutes les entités sont représentées, cela nous a permis de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des Guinéens. Et ça, c'est un aspect très important. Et parce que les autorités de la transition, dès les premières heures, le président de la République a prôné l'inclusivité. Et c'est ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Donc, je suis très contente par rapport au rôle que nous avons joué. Donc, pour résumer, je ne dirais pas que sans le CNT, cette transition n'allait pas réussir. Non, tous les organes ont joué leur rôle. Mais sans l'existence du CNT, le processus de retour à l'ordre constitutionnel aurait manqué de bases juridiques légaux. C'est ça, de base juridique légale, je veux dire, une base juridique légale, parce qu'il n'y aurait pas de cadre juridique clair, consensuel et crédible. Parce que pour qu'une transition puisse réussir, il faut qu'il y ait une base juridique solide, claire et consensuelle. Et c'est ce que le CNT a fourni à cette transition. Donc, je suis très contente, comme je l'ai dit, par rapport aux résultats obtenus. Aujourd'hui, on a une constitution qui a été adoptée par une large majorité de la population. Nous avons un président de la République élu démocratiquement. D'ailleurs, je profite pour renouveler mes félicitations à Monsieur le Président de la République pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Et je lui souhaite bonne chance et j'espère que son mandat sera marqué par la paix, la stabilité, la prospérité pour la Guinée. Merci bien, Honorable. Alors, le président de la République a été investi officiellement il n'y a pas longtemps. Et vous, en tant que Conseil national de la transition, cela a déjà fait en sorte que le pays revienne à l'ordre constitutionnel. Vous revenez un peu sur le rôle que vous, Conseil national de la transition, avez joué dans ce processus qui a abouti à l'investiture du président de la République. Ok. Merci beaucoup. Comme je l'ai rappelé, l'une des missions principales pour le CNT, c'est de travailler pour l'établissement d'une base juridique solide et crédible pour permettre à la Guinée le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, tout le travail que le CNT a fait, c'était dans le cadre normatif. Donc, nous avons travaillé d'abord sur l'élaboration des textes qui pouvaient nous permettre d'aboutir à ce résultat. D'abord, le premier texte, c'est notre loi fondamentale, la Constitution, qui est la loi suprême, qui pose les principes du jeu démocratique, la Constitution qui est le fondement juridique de l'exercice du pouvoir ou de la souveraineté populaire. C'est la Constitution qui dit qui peut être président de la République, qui peut être député, qui peut être sénateur. Donc c'est la Constitution qui pose les grands principes, comme je l'ai dit. Donc nous avons d'abord travaillé sur la Constitution et aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, nous avons une constitution qui a été adoptée par la majorité. Donc, il fallait une constitution, puisque l'ordre constitutionnel était rompu. Donc, il fallait une constitution pour permettre à la Guinée
de retrouver l'ordre constitutionnel. Donc ça, c'est un aspect important à souligner. À part la constitution, nous avons travaillé sur la loi référendaire, parce que si on a une constitution et que l'ordre constitutionnel est rompu, il faut une base juridique pour organiser ce référendum-là. Et donc, le Conseil national de la transition a travaillé dans le cadre de l'élaboration, l'examen et l'adoption de la loi référendaire qui nous a permis d'organiser le référendum et d'avoir une constitution qui désormais est notre loi fondamentale. Et à part la loi référendaire, nous avons également travaillé sur le code électoral. Le code électoral qui vient compléter la constitution, puisque comme je l'ai dit, c'est la constitution qui nous donne le droit, puisque c'est la constitution qui consacre les droits fondamentaux. Donc c'est la constitution qui dit qu'on a droit de voter, c'est la constitution qui dit qui peut être président de la République, c'est la constitution qui pose les modalités de candidature aux différentes élections. Donc, cet aspect était réglé déjà dans la main. Vu que la Constitution pose les grands principes et ne dit pas tout, donc c'est le code électoral qui vient compléter, expliciter les dispositions de la Constitution. Donc, nous avons également travaillé sur le code électoral qui parle des modalités d'établissement des listes, par exemple, électorales, le redécoupage par rapport aux circonscriptions électorales. Donc, tout ce qui rentre dans le cadre du processus électoral est dans le code électoral. Donc nous avons travaillé également sur ce document qui a été adopté par le Conseil national de la transition. Il y a aussi la charte des partis politiques que nous avons élaborée et adoptée. Donc cette fois-ci, nous avons même tenu compte des mouvements politiques, puisque c'est un problème qui existe chez nous. Aujourd'hui, les gens créent n'importe comment les mouvements politiques. Donc on s'est dit qu'il faut encadrer la création des mouvements politiques. Donc la charte qui existe, la dénomination même a changé. Donc nous avons dit que c'est un texte qui tient compte non seulement des partis politiques, mais également des mouvements politiques qui existent et qui peut-être font à peu près la même chose que les partis politiques. Et donc nous avons encadré cela. Et donc ces documents aujourd'hui constituent la base juridique pour l'organisation des élections. Donc ça permet de crédibiliser, de créer la confiance au niveau des citoyens, parce qu'il faut que les citoyens aient confiance au processus électoral, parce que ce sont les citoyens qui votent pour élire leurs représentants, parce que la Constitution pose le principe que le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce à travers ses représentants élus ou par référendum. Donc il faudrait que ces citoyens aient confiance au processus et aux acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Donc ces textes, nous avons travaillé et ce sont ces textes qui nous ont permis d'aboutir à ce résultat. Et d'autres textes que nous avons adoptés, c'est la loi portant l'état civil et l'identification des personnes physiques. Donc ce sont ces deux lois qui ont permis au gouvernement de lancer les opérations liées au recensement administratif à vocation d'état civil et qui a permis d'avoir le fichier électoral qu'on a utilisé non seulement pour le référendum, mais également pour l'organisation du scrutin présidentiel. Donc ça veut dire que le CNT a joué un grand rôle, parce que sans ces textes-là, on n'allait pas avoir le référendum, donc une constitution. Sans ces textes, on n'allait pas organiser aujourd'hui l'élection qui a abouti à l'élection de notre président, son excellence le général Mamadi Doumbouya. Donc ça veut dire que le CNT a joué un rôle central dans ce processus de retour à l'ordre constitutionnel. Et ce n'est pas fini, puisque actuellement nous sommes sur les lois organiques. Il y a beaucoup de lois organiques déjà qui ont été adoptées, puisqu'il faut rappeler que la nouvelle constitution prévoit des institutions de la République. Et vous avez, ces institutions doivent fonctionner pour permettre au président de bien faire son travail. Donc c'est pourquoi même avant l'élection présidentielle, le CNT a pris soin sous la direction ou l'impulsion de son président, Dr Dansa Kourouma, d'élaborer les lois organiques. Donc il y a beaucoup de lois qui ont été, par exemple la loi sur la Cour suprême a été adoptée, la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi par rapport à la charte des partis politiques. Donc il y a beaucoup de lois qui ont été votées, même les fonctions auxquelles le président de la République doit nommer, le Premier ministre doit nommer. Donc ce sont les lois qui ont été adoptées, et il y a certaines dispositions aussi dans la Constitution. Par exemple, les conflits d'intérêts où on dit que le président ne peut pas participer
au marché public et autres. Donc ça, c'est réglementé dans la Constitution, mais nous avons adopté une loi qui vient expliciter cette disposition de les dispositions de l'article 79 de la Constitution. Donc, il faut dire aujourd'hui que le CNT a joué un grand rôle et il y a d'autres lois organiques qui sont en cours d'examen. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur la loi organique portant statut des magistrats et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a la loi sur l'administration, puis il y a beaucoup de lois qui sont en cours d'examen au niveau du CNT pour que le président de la République puisse installer rapidement ces institutions. Et nous avons aussi voté les lois organiques portant règlement intérieur des 2 chambres du Parlement pour que dès qu'on annonce la date des élections législatives et sénatoriales, pour trouver qu'il y a déjà un cadre juridique qui est bien établi pour que ces institutions puissent rentrer en fonction rapidement et porter fruit, répondre aux attentes de nos concitoyens. Alors, parlant de tous ces textes-là, fait référence également quand même à un texte de base qui est la nouvelle constitution, qui est la constitution qui n'est plus la nouvelle parce qu'elle a été adoptée, et une constitution quand même dont le processus de rédaction a brillé dans l'inclusivité et la transparence. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit de positif ou de négatif, parce que c'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que conseillère, quelle lecture faites-vous des choix du Conseil national de la transition à l'époque, jugé par certains comme étant une sorte de gaspillage du temps ou des fonds? Aujourd'hui, avec tout le couronnement, quelle est votre appréciation de votre travail en termes d'approche, en termes notamment de procédure qui a abouti à cette constitution et à tous ces textes-là? Ben moi, je peux dire que je suis très satisfaite par rapport au travail que le CNT a accompli pendant cette transition-là. Il n'y a pas, comme vous l'avez dit, une œuvre humaine parfaite. Il y a toujours, les gens sont libres de critiquer, mais il y a d'autres qui apprécient. Et les appréciations par rapport au travail du CNT vont au-delà de la Guinée. Parce qu'il y a même ailleurs, les gens apprécient l'approche, la méthodologie utilisée par le Conseil. C'est un cas d'école pour certains pays. Justement, puisque même quand les gens vous expliquent, parce qu'il n'y a pas une méthode fixe où on dit non, pour élaborer une constitution, il faut passer par ces étapes-là. Non. Mais nous avons, puisque le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya a dit, comme je l'ai rappelé dès les premières heures de la transition, qu'il faut l'inclusivité, qu'on va faire une constitution, mais avec l'ensemble des Guinéens. Donc c'est pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas nous asseoir entre les 4 murs de l'hémicycle pour écrire une constitution qui concerne tous les Guinéens. Donc nous sommes sortis, nous sommes allés à la rencontre de nos concitoyens, nous sommes allés à la rencontre des acteurs concernés qui pouvaient nous apporter des solutions, qui pouvaient nous donner leur avis par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est ce que nous avons fait. C'est vrai, beaucoup ont critiqué, certains disaient même que c'était une manière pour nous de retarder le processus. Et après, même malgré tout ce qu'on a fait, malgré le temps qu'on a pris pour consulter les Guinéens, que ce soit à Conakry ou à l'extérieur, parce que nous avons tenu à consulter tout le monde. Partout où se trouvait un Guinéen, nous sommes allés pour consulter. Mais malgré ça, quand on a annoncé la date pour le référendum, il y a certains Guinéens qui disaient « Ah non, le CNT ne nous a pas consultés, alors que tout... » Donc, il y a tellement de paradoxes. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas tenir compte. C'est vrai qu'il faut tenir compte des critiques parce que les critiques nous permettent de nous améliorer. Mais parfois, il y a des critiques qui ne sont pas objectives. Donc, du coup, il faut aller au-delà. Donc, moi, j'apprécie l'approche utilisée par le Conseil national de la transition parce que cette approche nous a permis de recueillir les avis et de tenir compte des préoccupations de nos concitoyens et d'avoir des textes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Parce qu'il n'y a pas que la Constitution qui nous ressemble et qui nous... Mais il y a aussi les autres textes les lois organiques. Votés. Il y a des lois organiques et des lois ordinaires qui ont été votées par le CNT. Donc nous avons fait en sorte que tous les textes votés par le CNT nous ressemblent et nous rassemblent. Tout à fait. Et justement, par rapport à cette constitution qui a été donc approuvée par la majorité des Guinéens, est-ce qu'aujourd'hui, cette constitution a intégré des dimensions de transparence
par rapport aux élections, parce que l'élection, que ce soit du président de la République ou les élections législatives ou sénatoriales, cela implique assez de facteurs. Est-ce que du point de vue de transparence, il y a eu des changements qui ont été donc introduits pour permettre beaucoup plus de visibilité, même de lisibilité sur ces différents processus? Effectivement, il y a eu beaucoup d'innovations par rapport au processus électoral dans la nouvelle constitution. Et l'innovation majeure, c'est par rapport à l'organe qui est en charge désormais d'organiser les élections en République de Guinée, donc l'OTIGE. Donc désormais, nous avons un organe technique indépendant, puisque les autres, la CENI par exemple, était politique. Donc aujourd'hui, on a l'OTIGE qui est un organe technique indépendant en charge de l'organisation des élections en République de Guinée. Et par rapport à la transparence et à la crédibilité du scrutin, je pense que en faisant cette innovation, nous avons tenu compte de cet aspect, puisque l'organe a est reparti en deux structures. Il y a une structure délibérante, donc qui va désormais superviser l'organisation, et vous avez une structure d'exécution qui est la Direction nationale d'exécution exécutive des élections, donc qui va jouer le rôle de la Direction nationale des élections. Donc ces deux structures, elles vont travailler désormais ensemble pour qu'il y ait plus de transparence, plus de crédibilité et plus de confiance au processus électoral. Donc ça, c'est des choses que nous avons fait. Et aussi, il y a eu d'autres innovations. Désormais, la possibilité est donnée à tous les citoyens de participer au processus. En tout cas, tous ceux qui répondent aux critères établis dans la Constitution par rapport à ces élections-là. Donc, avec la candidature indépendante, mais une candidature indépendante qui est encadrée par le système de parrainage. Donc ça, c'est des innovations. C'est vrai que la candidature indépendante existait au niveau des élections locales avant, mais pour qu'on ait aujourd'hui la candidature indépendante à toutes les élections, c'est une première dans notre pays. Aussi, nos concitoyens qui vivent à l'étranger, la diaspora, ils ont désormais la possibilité de siéger au Parlement. Donc désormais, nos compatriotes vont élire leurs représentants qui seront au Parlement. Et aussi, l'autre innovation, c'est que la liste comme la liste nationale désormais a été inversée. Donc ce sont des innovations qui existent. Donc ce sont les partis politiques qui pourront désormais présenter des candidats au niveau de la liste nationale et non des indépendants. Donc il y a eu assez d'innovations aujourd'hui qui permettent d'avoir la transparence, l'inclusivité, l'équité au niveau du processus électoral. Et donc, même au niveau de l'organe qui va remplacer désormais la RAC, donc il y a la commission pour de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Donc, cette institution aussi a été revue pour tenir compte des préoccupations soulevées lors des précédents scrutins, et aussi au niveau de la Cour constitutionnelle qui va désormais gérer les contentieux au niveau des élections. Il y a eu le processus, il y a eu beaucoup de dispositions qui vont permettre de mieux gérer les contentieux au niveau des élections ou des différents scrutins que le pays va connaître désormais. D'accord. Au-delà, honorable, au-delà donc de la mission la mission d'organe législatif de la transition, est-ce que vous pensez que le CNT a posé les bases d'une culture parlementaire en Guinée, d'une nouvelle culture? Bien sûr, puisque vous-même vous êtes au Parlement bien avant le Nous CNT, donc vous êtes des témoins Tout à fait. par rapport à la dynamique que le président du CNT a donnée aux travaux parlementaires. Parce qu'aujourd'hui, d'abord la méthode, l'approche que nous utilisons, l'inclusivité, chaque texte que nous recevons ou chaque texte que nous élaborons, nous nous rassurons que tous les acteurs concernés par ce texte participent au débat, donnent leur avis. Donc ça, c'est quelque chose que même le personnel de l'administration parlementaire apprécie aujourd'hui. Il y a des réformes que le président de la République, le président du Conseil national, j'allais dire, de la transition, a engagé au niveau de l'administration parlementaire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut saluer, et nous espérons que cette dynamique sera suivie même après le CNT. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Quand vous participez à nos travaux, à nos plénières, vous vous rendez compte qu'il y a de la rigueur dans ce que nous faisons. Nous tenons compte des preuves. Parce que l'essentiel, quand on est représentation nationale, il faut tenir compte des préoccupations. Il ne faut pas tenir compte de vos besoins personnels, mais tenir compte des besoins des citoyens, même celui qui est à Yomou, en fait,
C'est ça le travail du parlementaire et c'est ce que nous faisons au niveau du CNT. C'est pourquoi je salue le dynamisme de notre président parce qu'on a la chance d'avoir à la tête du CNT une personnalité de la société civile, donc qui connaît les préoccupations, qui connaît ce dont les citoyens ont besoin et ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats que nous avons connus. Et moi, je le dis et je le répète, je suis très satisfaite par rapport au travail accompli par le Conseil national de la transition pendant cette transition. Tout à fait. Alors, parlant de la dimension inclusivité, je voulais relayer ce témoignage d'un professeur d'université qui est un grand professeur de droit justement de l'université de Sonfonia, qui a estimé que c'est une première que dans le processus rédactionnel des textes qu'on associe les académiciens que constituent ces professeurs-là. Aujourd'hui, ils prennent part activement aux travaux ici donc de l'élaboration des différents textes, notamment les lois organiques. Leur présence va concourir naturellement davantage à améliorer l'arsenal juridique dont la Guinée se dote aujourd'hui. Et ça, c'est une innovation. C'est une innovation, tout à fait. Les professeurs d'université participent à nos travaux et d'autres acteurs. Les personnes de restructuration, tous les textes que nous recevons, nous tenons compte non seulement les acteurs du secteur, mais nous invitons d'autres personnes pour venir. Et le président tient compte de cela. Il insiste là-dessus. Lorsque vous avez un texte, tenez compte de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur, mais aussi des personnes de ressources qui peuvent éclairer nos lanternes par rapport à tel ou tel aspect. Donc, c'est dans ce cadre que nous invitons les professeurs d'université et qui sont régulièrement là, qui nous accompagnent dans le cadre de l'examen des lois organiques, mais également des lois ordinaires. Alors, est-ce qu'on peut résumer l'action du Conseil national de la transition au cours de cette transition comme étant, grâce au CNT, au lieu d'une transition politique, l'action du Conseil national de la transition a permis également d'aller vers une transition constitutionnelle aboutie. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation? Tout à fait. Il y a beaucoup doutaient que cette transition réussisse. C'est ça la réalité. Lorsque nous avons pris fonction, beaucoup se demandaient est-ce que ce CNT pourra répondre aux attentes, même par rapport à la Constitution. Les gens se disaient, mais est-ce qu'ils vont d'ailleurs faire une Constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble? Et même quand le slogan a été donné, beaucoup, ça faisait rire beaucoup de Guinéens. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais après, quand le résultat final est sorti, beaucoup étaient satisfaits, beaucoup ont apprécié, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Nous avons été, aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être au niveau de la CEDEAO. Souvent mes collègues viennent parce qu'ils ont eu la chance de lire la Constitution, les innovations qui sont dans la Constitution, et ils ont apprécié. Donc aujourd'hui, nous avons doté la Guinée d'une Constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une Constitution qui tient compte de nos préoccupations, les institutions qui sont prévues reflètent nos préoccupations. Quand je prends par exemple la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, c'est une institution importante parce qu'on a un problème de citoyenneté en Guinée. Donc ça, c'est des questions qui méritent d'être réglées et il faut une institution pour le faire. Et cette institution a été créée dans ce cadre-là. Donc c'est pour vous dire, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons besoin de préserver l'ordre constitutionnel. Nous avons besoin de protéger la Constitution. Et cette commission va également jouer ce rôle-là. Donc il y a beaucoup de choses. Nous avons renforcé la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le statut des magistrats. C'est pour permettre à nos magistrats d'être des garants de la préservation de l'ordre constitutionnel. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprécier, des innovations que le CNT a eues et qu'il faut apprécier. Donc moi, aujourd'hui, je dirais que le CNT a joué son rôle et même aller au-delà. Donc nous devons être fiers aujourd'hui du travail que nous avons. Continue d'ailleurs de jouer son rôle. On continue à le jouer puisque ce n'est pas fini. La charte dit que nous sommes là jusqu'à l'installation de la future assemblée du prochain Parlement. Donc nous sommes là, nous continuerons jusqu'à la fin, comme je l'ai dit, à jouer notre rôle parce que nous travaillons pour la République, nous travaillons pour la Guinée, nous travaillons pour le développement et la prospérité de ce pays. Justement, et l'autre innovation qu'il va falloir aborder certainement avant qu'on finisse cette émission qui est très intéressante à vous écouter naturellement, c'est bien sûr cette innovation qui consiste à élaborer des lois organiques devant compléter la Constitution. Aujourd'hui, le CNT est dans cette disposition, dans cette posture. La cadence est telle que nous avons déjà plus de 5 textes c'est une première dans l'histoire déjà de la Guinée qu'on livre sur une constitution. Les 11 ou les 12. Est-ce qu'aujourd'hui, cette on va dire, dynamique est en cours par rapport bien sûr à ces lois
lois organiques qui doivent être aussitôt adoptées pour permettre à la Constitution d'être pleinement opérationnelle et, vous l'avez dit d'ailleurs, pour permettre aussi au chef de l'État de mettre en place toutes les institutions prévues par la Constitution. Ben, je pense que depuis, pendant qu'on élaborait même la Constitution, le président du Conseil national de la transition avait promis qu'on allait élaborer une constitution avec ces lois organiques. Et c'est cette dynamique que nous sommes en train de suivre. Donc, il a mis en place un dispositif qui nous a permis d'aller dans ce sens-là. Donc, pendant qu'on était sur la constitution, il y avait des commissions aussi qui réfléchissaient sur les lois organiques. Oui. Et aujourd'hui, presque toutes les lois organiques qu'on a, les drafts zéro de toutes les lois organiques. Et ça nous a permis, après l'adoption de la Constitution, de travailler sur les lois organiques et de pouvoir les adopter. Donc, c'est ce qui nous a permis d'adopter les lois organiques que j'avais énumérées. Et aussi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'étais dans la salle tout à l'heure, nous sommes avec les magistrats. Donc, comme on avait émission, c'est pourquoi, après ici, je dois retourner encore dans la salle du 28 septembre, où nous sommes en train d'examiner la loi organique relative au statut des magistrats et la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce sont des lois importantes parce que ce sont des lois qui garantissent l'indépendance de la justice, l'indépendance des magistrats. Puisque quand les magistrats ne travaillent pas dans les bonnes conditions, ne sont pas indépendants, on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice. Donc, ce sont des lois importantes que nous sommes actuellement en train d'examiner au niveau du Conseil national de la transition avec les magistrats de la Cour suprême, mais aussi les représentants du ministère de la Justice. Et après, il y a d'autres lois qui sont aussi en cours d'examen. C'est la loi sur l'administration publique, c'est la loi sur la Cour des comptes, donc sur la Commission nationale pour le développement, la loi sur la Commission nationale de l'éducation civique et de la loi sur la... Donc, toutes ces lois aujourd'hui sont déjà élaborées. Donc, nous attendons les amendements du gouvernement pour pouvoir passer en plénière pour l'adoption de ces textes. Donc, je vous rassure que nous avons tous les textes et notre président suit de près l'élaboration puisque c'est une promesse qu'il a faite au peuple de Guinée et je pense qu'il veille à ce que nous respectons cette promesse-là que nous avons. Alors, pour ceux qui vont parcourir l'histoire parlementaire de la Guinée, je ne suis pas en train de faire un excès de langage, mais vous verrez dans le bilan du CNT que c'est le Parlement qui a le plus voté de propositions de loi. Parce que toutes ces lois organiques que vous énumérez sont des propositions de loi, donc émanant du Parlement. C'est vrai que vous travaillez en tandem avec l'exécutif, donc le CNT aura à son compteur le plus grand record de textes, de propositions de loi adoptées par le Parlement. Oui, allez-y. Et cela, il faut le mettre à l'actif de notre président. Tout à fait, tout à fait. Parlant du peuple de Guinée, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message adressé également à ces milliers de compatriotes qui nous suivent dans cette émission également, au regard réellement de ces acquis du Conseil national de la transition, parce qu'aujourd'hui, le souhait le plus ardent des Guinéens, c'est que les acquis constitutionnels également et démocratiques issus notamment du travail du Conseil national de la transition soient préservés. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, je suis très contente par rapport à l'élection du président de la République. Donc, la Guinée est de retour dans le concert des nations. Tout à fait. Ce que je peux dire aux Guinéens, c'est d'abord la patience. Parce que je sais, on a beaucoup d'attentes par rapport au président de la République. Mais on a la chance d'avoir un président qui a déjà posé les bases pour le développement de la Guinée. Donc, il faudrait être patient pour lui laisser le temps de poursuivre, puisque je sais que beaucoup de Guinéens ont porté leur confiance au président, c'est pour lui permettre de finir ce qu'il a commencé, parce qu'il a posé déjà des actes qui rassurent. Donc, il fallait lui permettre de terminer ses travaux ou ses réformes engagées. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, il faut que les Guinéens soient patients, qu'on lui laisse le temps nécessaire pour faire. Et comme, heureusement, c'est 7 ans, donc, je pense que pendant les 7 ans, il aura le temps de finaliser ou vraiment de donner une dynamique nouvelle à la Guinée pour qu'on puisse avoir la Guinée que nous rêvons tous. Donc, c'est la patience. Et l'autre chose que je demande aux Guinéens, c'est d'accompagner les autorités. Parce qu'on a toujours l'impression que tout doit reposer sur les autorités, alors que chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun doit jouer sa partition pour que ce mandat du président de la République puisse réussir. Il ne faut pas être là à critiquer seulement, il faut apporter des solutions.
Donc ça, c'est des choses que je demande aux Guinéens, l'accompagnement des autorités, soutenir les réformes que les autorités engagent, c'est ce qui va permettre aux autorités de réussir leur mission. Mais si nous ne les accompagnons pas, nous ne les soutenons pas, ils ne vont pas réussir. Donc c'est ça, quelle que soit leur volonté, s'ils n'ont pas l'adhésion de la population, ça ne peut pas aboutir. Donc c'est ce que je demande à nos concitoyens, d'abord la patience, mais aussi accompagner les autorités pour la réussite et apporter beaucoup plus, ne pas se limiter dans les critiques. C'est bon de critiquer, mais quand on critique, à côté, il faut apporter des solutions. Mais malheureusement, le Guinéen se plaît beaucoup plus dans les critiques. Quand tu regardes aujourd'hui les réseaux sociaux, tu as l'impression que la Guinée, rien ne va en Guinée. Même quand les gens viennent, ils nous demandent, nous on a des collègues parfois qui viennent en Guinée, même pendant l'élection présidentielle, quand ils sont venus, beaucoup avaient peur de venir pour l'observation électorale. Quand ils sont venus, ils se sont rendus compte. Ils ont vu le contraire. Mais ils disent, mais attends, donc vous voyez, donc c'est un peu, c'est l'image qu'on donne à notre pays à l'extérieur qu'il faut changer. Si nous voulons aujourd'hui avoir une Guinée nouvelle, une Guinée qui nous ressemble, une Guinée qui nous rassemble, notre paradis comme on aime l'appeler, il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus avec les autres, qu'on les accompagne. Si quelque chose ne va pas, je ne dirais pas de ne pas, il faut critiquer, mais en critiquant, apportons des solutions et soyons patients pour permettre aux autorités de réussir leur mission. Et chacun n'a qu'à jouer son rôle là où il se trouve. Vous, les médias, prenez beaucoup plus de temps à parler des émissions sur le développement que des émissions politiques où on vient pour dire des choses qui ne concernent pas le quotidien du Guinéen. Le Guinéen a besoin qu'on parle du panier de la ménagère. Il a besoin qu'on parle de l'insalubrité. Le Guinéen a besoin qu'on parle du prix des produits sur le marché. Le Guinéen a besoin qu'on parle de la santé, nos structures sanitaires. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont les gens ont besoin, mais si on passe le temps à parler de politique, finalement, les autorités ne pourront pas réussir. Donc moi, c'est ce message que j'ai pour le peuple de Guinée, que je salue pour sa maturité et pour le calme qui a caractérisé l'organisation non seulement du référendum, mais également du scrutin présidentiel qui nous a permis aujourd'hui d'avoir le président démocratiquement élu et de permettre à la Guinée de retourner sur la scène internationale. Merci à notre tour aussi de vous remercier surtout pour cette énergie que vous dégagez sur ce plateau, une énergie donc qui naturellement est l'expression aussi de cette fierté que vous incarnez à travers bien sûr tout ce travail organisé et effectué par le Parlement de la République de Guinée, donc le CNT, qui a réellement concouru donc à ce retour normal et on va dire en douceur à l'ordre constitutionnel et démocratique. Nous avons désormais une constitution, nous avons un président de la République, donc nous sommes dans la 5e République. Tout cela a été possible grâce à une synergie d'action à tous les niveaux, tous les organes de la transition qui ont joué leur partition. Et aujourd'hui, nous avons spécifiquement parlé de la partition non négligeable d'ailleurs du Parlement de la transition, le CNT. Nous avons reçu pour cela, donc pour en parler, honorable Fanta Conté. Je rappelle pour ceux qui viennent à l'instant de nous prendre en marche au niveau de la radio parlementaire. Donc honorable Fanta Conté, secrétaire parlementaire, membre du bureau du CNT. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à produire ces différents numéros de la semaine parce que c'est le dernier au compte de cette semaine de votre émission Autour de la République. Merci à l'enfant des Galakpaï, que dis-je, Henri Mathias Collier, côté radio parlementaire, et à la télévision parlementaire. Nous avons bénéficié de l'accompagnement technique de Sekou Kourouma, de Fodé Kondé, de Ismaël Kamara. N'oublions pas aussi notre maquilleuse, Mme La Beauté. Voilà, donc Mme Souma qui, naturellement, tous les jours, concourt bien sûr à embellir cette émission à travers, bien sûr, toutes ces images assez aussi importantes que vous voyez sur le plateau de la télévision parlementaire. À toutes et à tous, nous vous souhaitons un excellent week-end par anticipation et une excellente semaine de travail parce que cette émission sera rediffusée dimanche à 19h temps universel sur les antennes de la télévision parlementaire. Une télévision qui nous ressemble et nous rassemble. Portez-vous bien. Au revoir.